Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une Algérie plus intime, presque secrète. C'est basé sur un très beau récit de Zour Bladi, qui nous parle des secrets bien gardés de l'Algérie. Une exploration qui commence de manière assez classique, mais toujours touchante, non? Oui, tout part d'un vieux carnet. Le narrateur le trouve après le décès de son grand-père, Djadi, comme il l'appelait affectueusement. Ah, Jaddi. Voilà. Et ce carnet, il va complètement changer ses vacances d'été habituelles en Algérie. Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Justement, c'est ça le mystère. 3 lieux notés, Tadjimant, Djebel Aïssa et puis Belezvan. Avec des petits croquis, des notes en arabe, ça montre une facette de son grand-père qu'il connaissait pas du tout. Le grand-père discret qui avait son jardin secret. Exactement. Et c'est sa fille Lina, elle a 10 ans, qui pose la question clé. On y va, papa? Et l'aventure est lancée. C'est formidable. Comme un simple objet, un carnet hérité peut devenir une clé pour ouvrir la porte d'un héritage familial, peut-être oublié, et renforcer les liens entre générations. Tout à fait. Alors, première étape, Tadjimine, dans les Aurès. C'est pas une route facile, hein. J'imagine. Les Aurès, c'est majestueux mais exigeant. Il cherche un certain Hadj Balkacem. Son nom est dans le carnet. Et il le trouve. Un vieil homme, le regard vif, il reconnaît presque le narrateur, enfin, il reconnaît le grand-père à travers lui. Ah oui, Il dit « Si Mohamed de Lyon, Allah Yaramo », il s'en souvenait. Que Dieu lui fasse miséricorde, oui. c'est touchant ça. La mémoire des anciens. Redj Belkacem les guide alors vers Tadjmint même. C'est une sorte de forteresse naturelle. Impressionnante. Et liée à la reine berbère, la Caïna. La Caïna. Ce n'est pas anodin, ça. Ce lien historique ancre le lieu dans une histoire profonde, une identité forte, surtout dans les Aurès. Hadj Belkacem, là, il est plus qu'un guide, c'est un passeur de mémoire. La transmission orale dans toute sa force. Et le secret du grand-père là-bas, c'était une source. Une source cachée dans une vasque naturelle. Djeli l'appelait son hammam de l'âme. Hammam de l'âme. C'est magnifique comme expression. Ça montre bien comment un lieu naturel devient un espace intime, spirituel. L'eau est glacée, paraît-il. Ça sent la sauge. Et Hadj Belkacem sort même un harmonica. Il joue un air chaoui, la musique de la région. Un moment suspendu. Changement de décor radical. Direction le Djebel Aïssa, près d'En Sefra, dans la wilaya de Nahama. Là, c'est quasi lunaire. Aux portes du Sahara, donc. Oui, des canyons rouges, des pistachiers sauvages. Ce sont des enfants du coin qui les guident, depuis une école abandonnée. Ils connaissent tout par cœur. Les meilleurs guides, souvent. Ils découvrent une grotte, mais alors pleine de chauves-souris. Et plus loin, miracle dans ce paysage aride, une source. Lina et les autres enfants, hop, à l'eau. La joie. La nature qui surprend, qui offre la vie là où on l'attend le moins. Cette source devient un lieu de partage, de bonheur simple. Puis ils montent au sommet. Plus de 2200 mètres. La vue est incroyable. Entre les steppes et le début du Sahara. Ça doit être quelque chose. Là-haut, ils croisent un vieil homme. Il cueille des herbes. Il leur dit « Cette montagne, c'est notre pharmacie. » Il leur donne de la lavande sauvage. Ça sent divinement bon. La pharmacie naturelle, ce savoir ancestral sur les plantes, ce respect de la montagne qui nourrit et qui soigne, c'est précieux. Et le soir, Lina, inspirée par tout ça, elle se met à dessiner la montagne. Sans le savoir, elle refait les gestes de son arrière-grand-père, l'auteur des croquis du carnet. C'est beau, cette continuité inconsciente, la transmission qui passe par l'émotion, par le geste créatif. Le lien se tisse à travers les générations. Dernière étape, la forêt de Belezma, vers Batna. Là, il rencontre Ami Salah, le forestier. Ami Salah. Et lui aussi, il note la ressemblance familiale. Vous avez les mêmes yeux que j'ai dit. Apparemment, le grand-père venait là tous les jeudis. Un rituel. Un rituel, oui. Ça montre un lien profond et régulier avec ce lieu. Ami Salah les emmène hors des sentiers battus. Une forêt dense de cèdres, une lumière verte, l'odeur de la résine. Et ils aperçoivent même des singes magots. L'immersion totale, guidée par quelqu'un qui connaît et respecte la forêt. Ça demande une certaine approche, une forme d'initiation presque. C'est là qu'Ami Salah partage le savoir de sa mère. C'était une hakama, une guérisseuse traditionnelle. Elle connaissait la chub, les plantes médicinales. Une akama, gardienne d'un savoir ancestral, féminin souvent. Et elle avait ce rituel, toujours demander la permission à la nature avant de cueillir une plante. Demander la permission, c'est fondamental. Ça dit tout sur le rapport au vivant. Pas une exploitation, mais une relation de réciprocité, de respect.
Pour le narrateur, c'est la révélation. Jedi ne cachait pas ses lieux par secret égoïste, non, il les préservait par sa discrétion. C'était ça son trésor. Exactement. L'héritage n'est pas forcément matériel, il est dans cette connexion profonde, dans ce savoir transmis discrètement. Sa mère le lui confirme d'ailleurs au téléphone. « Ah, tu as trouvé les chemins de Baba, les chemins de son père. Les chemins de Baba, c'est joliment dit. » Et la boucle est bouclée. Lina, sa fille, a déjà commencé son propre carnet. Prête pour de nouvelles explorations, la transmission est assurée. C'est ça, l'héritage vivant. Il ne s'agit pas juste de recevoir, mais de continuer le chemin, de se l'approprier. Ce carnet a vraiment été une carte vers une compréhension plus profonde, une connexion retrouvée. Ça laisse une question en suspens, peut-être pour chacun. Et est-ce que dans nos propres histoires, nos propres familles, il n'y aurait pas aussi des chemins de Baba, des héritages cachés dans des lieux ou des récits qu'on a un peu oubliés, des trésors personnels qui attendent juste qu'on ouvre le bon carnet?